Je m'appelle Elisa Léonard. Je suis cofondatrice de l'ASBL Intera avec Julie Claus et Lara Leroy. Intera, c'est une association qui a pour but de créer du lien entre des personnes qui viennent d'arriver en Belgique et la population locale, dans le but de changer les regards sur les migrations et de créer une société plus inclusive. Et pour développer Intera, on a été accompagné par le Venture Lab de 2019 à 2021. On est dans une association où on est avec des personnes humaines, avec d'autres problèmes à gérer au quotidien. Et donc on laisse parfois un petit peu les finances sur le côté parce que ce n'est pas quelque chose forcément qu'on voit au quotidien, mais pourtant c'est essentiel. Et donc mon conseil, c'est vraiment d'avoir une certaine régularité dans la gestion du budget et des financements. Moi je dirais oui, au moins une fois ou une demi-journée par semaine, se bloquer un moment pour faire suivi des facturations, des paiements, vérifier ton budget, ta trésorerie et tout ça. Alors pour moi, il y a deux grands types d'outils. Il y a d'abord des outils classiques en matière de finance, donc au premier rang duquel tout ce qui est un outil de suivi de la trésorerie, parce que c'est important de pouvoir suivre, est-ce que chaque mois on va pouvoir assurer le paiement de ses factures, des salaires, donc suivre sa trésorerie au mois par mois, et à côté de ça, annuellement, pouvoir établir aussi un budget qui va pouvoir permettre de déterminer quels sont mes objectifs en termes de chiffre d'affaires, en termes de dépenses marketing, en termes d'investissement, pour pouvoir plutôt à ce moment-là donner le cap. Le budget étant évidemment complémentaire à la trésorerie. Donc ça, c'est sur les outils classiques un peu de suivi au niveau financier, mais ça me semble important d'y ajouter un outil de suivi de mesure d'indicateurs extra-financiers. Autant prendre l'habitude de suivre sa trésorerie, son chiffre d'affaires est important, mais commencer à prendre l'habitude de suivre des indicateurs tels que ses émissions de gaz à effet de serre, donc son empreinte carbone, voire d'autres indicateurs extra-financiers qui touchent plutôt à des dimensions sociales ou à des dimensions personnelles, humaines. Piloter une entreprise sans indicateur, c'est comme rouler en voiture sans tableau de bord. On ne sait pas à la vitesse on roule, on ne sait pas quel problème on a et on ne sait pas combien de kilomètres on peut encore faire avec le carburant. Alors des indicateurs c'est quoi? En gros c'est des warnings qui vont s'allumer. Quand on commence à dévier de la voie de la ligne de mire, de la voie qu'on s'était fixée. Donc quand on lance une entreprise, on fait un beau budget, on fait un beau business plan. Ce qu'il y a, c'est que bien souvent, et la plupart du temps, la réalité peut être complètement différente, ou fort différente en tout cas. Et l'objectif, c'est de mettre en place toute une série de signaux qui vont pouvoir attirer l'attention sur le fait qu'on dévie de la ligne initiale et savoir que fait-on pour réagir. Dévier, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire qu'il faut s'adapter et peut-être changer un ou l'autre élément ou peut-être la stratégie. Quand on a défini des indicateurs, on va tester déjà pour voir si les définitions sont adéquates, si on a choisi les bons indicateurs. Comment est-ce qu'on teste? C'est sur le terrain. Et donc on va établir des tableaux de bord. Un tableau de bord, c'est quoi? C'est une synthèse d'indicateurs. Et on va suivre, donc mesurer en fait cet indicateur à une fréquence qui est à déterminer. Donc ça peut être dans certains cas toutes les semaines. Par exemple la trésorerie, si la trésorerie est tendue, ça veut dire qu'on est un peu court au niveau ressources financières. Là, on va la mesurer toutes les semaines. Si par contre l'entreprise est bien lancée et que l'argent des clients rentre bien et qu'il n'y a pas trop de dépenses, peut-être qu'une fois par mois, c'est suffisant. Donc dans le tableau de bord, on aura les indicateurs, mais on va définir aussi la fréquence à laquelle on collecte les informations liées à chaque indicateur. Et puis évidemment, le but, c'est d'analyser et pas simplement de regarder, tiens, là je suis dans le vert par rapport à l'indicateur cible ou là je suis dans le rouge, c'est de dire mais pourquoi? Pourquoi je suis dans le vert, pourquoi ça va bien? En gros, qu'est-ce qui va bien? Parce que peut-être qu'on peut encore améliorer. Ou qu'est-ce qui va moins bien et pourquoi? Et du coup, ça permet d'ajuster le tir d'une manière ou d'une autre pour faire avancer l'entreprise dans la bonne direction. Finalement, c'est aussi un très bel outil de communication vers les employés, vers les partenaires, vers les clients, éventuellement vers d'autres organismes comme des investisseurs. Donc le tableau de bord, c'est vraiment effectivement l'outil clé pour le pilotage de l'entreprise à moyen et long terme.
En fait, c'est un outil d'analyse. Donc, on l'utilise beaucoup dans l'organe d'administration, mais on l'utilise aussi au quotidien pour pouvoir se projeter. Surtout qu'on travaille avec différents appels à projets qui ont tous souvent des dates différentes. Et donc, le budget, en fait, il permet de faire un résumé de tout ça, d'avoir une vision à l'avenir et de pouvoir anticiper certaines choses. Alors qu'est-ce qu'on mesure? On mesure bien sûr le chiffre d'affaires, donc les ventes qu'on a réalisées, et cela par client, par produit, par secteur d'activité éventuellement. Mais pas seulement, je pense qu'il est aussi très intéressant de rajouter des indicateurs au niveau de, par exemple, le panier moyen d'un client, la marge que l'on fait sur tel produit, sur tel client, et ce genre de choses. Si on utilise le marketing digital, là il y a aussi certains indicateurs pertinents, comme par exemple si on a une communauté, le nombre d'inscrits, le nombre de visites du site web, le taux de conversion. Donc voilà, tout ça c'est très important. Le deuxième indicateur, c'est la trésorerie. La trésorerie, tout simplement, c'est l'essence dans la voiture. Donc si on n'a pas de trésorerie, on reste au bord de la route. Trésorerie, là c'est vraiment le but, c'est établir une tendance et donc quelles sont les rentrées auxquelles je m'attends, quelles sont les sorties, donc le cash que je vais devoir décaisser et est-ce qu'à un moment donné je ne risque pas de coincer? Si oui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois diminuer les dépenses ou est-ce que je dois aller chercher des ressources externes comme par exemple un financement? Alors la trésorerie, c'est important. Idéalement, on ne doit pas trop y penser. Pourquoi? Pour se concentrer un max sur le business, c'est-à-dire sur la vente, sur les opérations. Donc c'est vraiment fondamental, d'en avoir suffisamment au départ, donc c'est-à-dire de se donner un certain nombre de mois pour voir et pour tenir, pour faire les commandes, pour pouvoir payer les salaires, pour pouvoir les services divers sans stress, et se concentrer un max sur les opérations. Une fois que la trésorerie elle tourne, idéalement on n'en a pas à se tracasser trop, peut-être une fois tous les trimestres. Comme une fois tous les trimestres, c'est bien pour une start-up ou une société de faire une situation financière. Dans la situation financière, l'aspect trésorerie est toujours abordé. Mais sinon, ce n'est pas nécessairement un exercice qu'on doit faire au jour le jour, sauf quand on est en situation de crise. Néanmoins, pour éviter cette situation de crise, il y a une série de choses qu'il faut faire, que tout bon entrepreneur fait, c'est-à-dire dès qu'on a effectué une prestation ou livré un produit, c'est de facturer immédiatement, envoyer la facture immédiatement, être clair dans les conditions de paiement, essayer d'avoir sans doute des acomptes à la commande si c'est possible, veiller à ne pas hésiter à rappeler le client s'il y a un gros paiement qui doit tomber, qu'il paye bien à ce moment-là. Tenir compte aussi du fait que la TVA, on doit la payer en avance, on doit la payer le 18 du mois, alors que parfois certains clients, on encaissera pour certains clients beaucoup plus tard. C'est des bonnes pratiques et finalement c'est du bon sens. Alors, parmi les conseils aussi que je peux donner, c'est regarder ses comptes en banque tout à fait régulièrement. Je pense qu'un entrepreneur, il est au courant, il anticipe, il sait quand ce gros client-là va devoir payer ou il sait quand il va devoir payer le fournisseur. Et si, par mauvaise fortune, il ne sait pas notamment payer le fournisseur à temps, le conseil que je peux donner, c'est prendre son téléphone et dire « Désolé, mais je vais vous payer avec un peu de retard, je suis un peu serré au niveau de trésorerie ». Ça établit une confiance avec le fournisseur et la confiance dans le business, c'est vraiment fondamental. Mon conseil à donner par rapport à la trésorerie, c'est de ne pas la négliger et du coup de la garder quand même tout le temps en tête,
Voilà, moi j'utilise un tableau Excel où chaque mois, avec la comptable m'envoie l'historique des comptes et donc je peux noter pareil quoi, qu'est-ce qu'on avait prévu, qu'est-ce que j'ai dépensé, qu'est-ce que l'association a dépensé au final et donc bien la garder à l'œil pour bien avoir une espèce de vision sur l'année et pouvoir voir, ah ben on avait prévu un tel subside qui devait arriver à un instant T, il n'est pas arrivé, il arrivera plus tard. Est-ce que ça a des répercussions sur la trésorerie? Avoir un tableau qui représente l'ensemble de l'année, ça te permet de pouvoir jongler un petit peu avec ta trésorerie. Un tableau de trésorerie, c'est relativement simple. Vous avez le départ, par exemple au 1er janvier 2023, vous avez sur votre compte en banque un certain montant. Puis vous avez dans votre tableau pour ce mois de janvier 2023 toutes les recettes que vous escomptez. Alors les recettes, c'est quoi? C'est ce qui va rentrer vraiment sur votre compte en banque. C'est les créances, c'est-à-dire les factures que vous avez déjà émises, qui sont dans votre comptabilité et qui vont être payées. Vous avez aussi éventuellement des subsides. Vous avez peut-être, si vous avez un prêt, de mettre quand le prêt va tomber. Donc ça, c'est toutes les recettes qui sont mises colonne par colonne, mois par mois. Et au niveau des dépenses, c'est encore plus facile. Les dépenses, c'est tout ce qui est services et biens divers. C'est votre loyer si vous louez une maison, un bureau, c'est les voitures, c'est votre téléphone, et puis ça c'est tout ce qui est services et biens divers qu'on peut prévoir très facilement à l'avance. Et puis il y a aussi le poste rémunération. Rémunération, c'est votre personnel ou vos sous-traitants ou vos indépendants. Et là aussi c'est très facile à prévoir. Ce qui est parfois plus difficile à prévoir, c'est les commandes à venir, donc les commandes que vous escomptez, et de savoir quand elle va tomber, et puis dans votre tableau de trésorerie, c'est quand vous allez être payé. Ça, c'est un point très important. Alors, la question des indicateurs, c'est évidemment une question clé. Donc, je dirais qu'il y a deux types de manières d'adresser cette problématique. On peut suivre tout ce qui est les SDG, les Sustainable Development Goals, qui ont été édités, qui permettent un peu de donner une boussole, de choisir les thématiques sur lesquelles on va vouloir travailler. Donc les SDG couvrent aussi bien des questions de pression sur l'environnement, mais des questions aussi de genre, d'équité sociale. Donc on va parmi ces SDG se dire, tiens, quelles sont les thématiques par rapport à mes attentes, mes sentiments et par rapport à mon business qui me correspondent le mieux. Une fois qu'on a défini cette thématique, c'est important aussi de définir l'outil de mesure, le thermomètre. Comment est-ce que si j'ai décidé de suivre quelle va être la pression sur l'environnement de mon activité, comment est-ce que je vais réussir à la mesurer? Pour se fixer un niveau d'ambition, je dirais que traditionnellement les entreprises ont tendance à le faire un peu au doigt mouillé. Donc on a le très connu moins 20% en 2020, moins 30% en 2030, moins 50% en 2050. Il y a heureusement des manières un peu plus scientifiques de fixer ces objectifs, en tout cas d'un point de vue performance environnementale. Dans la mesure où les scientifiques ont établi ce qu'on appelle des limites planétaires, donc un budget maximum que la planète est capable d'absorber et qu'il faudrait respecter sans qu'il y ait des dégradations irrémédiables. Le budget planétaire le plus connu dont on parle de plus en plus, c'est tout ce qui concerne le changement climatique. Donc pour pouvoir respecter le 1,5 degré de réchauffement climatique qui a été fixé par l'accord de Paris, on sait par exemple que chaque individu ne doit pas émettre plus de 2 tonnes de CO2 par an. Donc ce 2 tonnes qui est calculé à l'échelle de l'individu peut aussi être déterminé à l'échelle d'une entreprise. Il y a une initiative qui s'appelle le Science Based Target, vous pouvez trouver ça SBT sur Internet, qui va vous permettre de déterminer par rapport à votre secteur quel est le budget maximum et le seuil que vous ne devez pas dépasser. Ça, c'est pour le CO2, mais les limites planétaires couvrent évidemment d'autres enjeux environnementaux qui sont liés à la consommation de ressources, la consommation d'eau, l'utilisation des pesticides, l'eutrophisation des cours d'eau. Donc on a ce concept de limite budgétaire qui a été défini par l'Université de Stockholm. Premier conseil, restez simple et efficace. Limitez le nombre d'indicateurs à des indicateurs pertinents et liés à votre business et facilement utilisables. 2,
Vérifiez évidemment dans la mise en place de vos outils, de vos documents et autres, que tous les indicateurs que vous voulez mesurer seront compris dans vos bases de données, parce qu'on ne sait pas mesurer ce qu'on n'a pas. Donc si vous rêvez d'indicateurs super pertinents, mais que vous ne les enregistrez pas dans vos factures ou dans vos commandes, vous aurez des problèmes pour les mesurer. Donc là, soyez prudents avec cela. Et finalement, le conseil peut-être le plus important pour le pilotage de l'entreprise, c'est une donnée à un moment T qui est statique, a une valeur mais pas énorme. Cette donnée aura beaucoup plus de valeur si vous pouvez la comparer avec l'historique et avec votre projection et avec vos ambitions. C'est clair qu'une start-up qui lance son activité ne va pas avoir un tableau de bord super développé avec des indicateurs super complexes qui résultent de nombreux systèmes d'information ou sources de données. Le but, c'est de travailler avec une base qui soit suffisante, mais pas trop compliquée, et qui est d'ailleurs dérivée du plan financier qui a été fait avant de passer chez le notaire pour la création d'entreprise et dans le cadre de la création de l'entreprise. Et pour les startups, ben oui, il faut commencer avec des outils très simples, un certain nombre de chiffres clés, pertinents. Et puis clairement, on peut faire évoluer le tableau de bord sur base de l'expérience et de la pratique, bien sûr, et puis aussi sur base de l'évolution de l'entreprise et des outils qu'on va avoir à disposition. Les outils, quand on démarre, le plus simple, c'est Excel. Excel, c'est facile d'utilisation, ou en tout cas, on sait l'apprendre assez vite, même quand on n'est pas à l'aise au départ dedans. C'est le moins cher aussi, donc c'est pas plus mal quand on lance son entreprise. Et ça permet vraiment de définir donc, des indicateurs et un tableau de bord, de le personnaliser en fonction de ce qui nous convient. Donc en termes d'outils suivis, dans un premier temps c'est Excel, dans un deuxième temps on peut éventuellement mettre en place des choses avec le comptable. Certains logiciels comptables permettent de mettre en place du reporting derrière, ou alors on est carrément dans un ERP type Odoo, type même SAP quand on est vraiment très très gros, qui permettent aussi évidemment de mettre en place des reportings appropriés. Pour commencer, parce qu'évidemment l'environnement c'est un sujet complexe, en fait j'ai tendance à dire que ce qui est important c'est d'abord de se former et de s'éduquer. Vous allez être face à la même complexité que quand vous démarrez votre entreprise, à la complexité d'établir un budget financier ou un tableau de trésorerie. Vous allez devoir apprendre quelques notions qui ne sont pas naturelles. Donc quand on se lance dans un suivi et des indicateurs financiers, on doit apprendre la notion d'amortissement, on doit apprendre la notion de marge brute, de coût variable, pour pouvoir, une fois qu'on a maîtrisé ces notions, pouvoir établir son budget et suivre ces indicateurs. Dans l'environnement, en fait, c'est la même chose. On va devoir commencer à se former, s'informer. Je vous ai donné quelques pistes. Il y a le concept de limite planétaire, il y a la méthodologie du PEF, du OF, dont vous allez trouver des informations sur Internet. Il y a le SBTI, qui sont toute une série de sources d'informations que vous allez pouvoir exploiter. Si concrètement, vous voulez démarrer quelque chose, notamment avec l'empreinte carbone, il y a la méthode bilan carbone qui a été établie par l'ADEME. L'ADEME fournissant, donc c'est une agence française, l'ADEME fournissant des outils Excel qui vont vous permettre de faire une première évaluation de votre bilan de carbone, qui sera peut-être pas très précise, mais qui va vous permettre de vous familiariser avec les concepts et surtout d'identifier où sont vos enjeux. Est-ce que mes enjeux sont dans le tri de mes déchets dans mes bureaux ou est-ce qu'ils sont plutôt dans mon sourcing, dans la manière dont je vais choisir mes ingrédients pour concevoir et faire mon produit? Est-ce que c'est important de travailler sur le transport de mes employés ou plutôt de veiller à ce que mon produit soit recyclable ou bien géré en fin de vie? Donc ce type d'information va pouvoir ressortir de ce premier exercice de bilan carbone et au fur et à mesure, vous allez pouvoir compléter avec d'autres indicateurs parce qu'il n'y a pas que le carbone dans la vie, parmi ceux que j'ai cités, la consommation d'eau, la consommation de ressources et compléter votre arsenal d'outils et d'indicateurs extra-financiers. La comptabilité, c'est d'abord quelque chose de légal. Un entrepreneur, il prend des risques à titre personnel comme actionnaire. S'il veut être protégé d'un point de vue juridique, il doit respecter un certain nombre de règles. Et une de ces règles, c'est de fournir une situation comptable au minimum une fois par an qui doit être déposée à la Banque nationale de Belgique. Donc ça, c'est
l'aspect légal. Puis c'est une photographie et puis c'est aussi une aide dans la conduite de l'entreprise et de voir les gros flux financiers, de voir notamment la structure financière de l'entreprise, quelle est sa solvabilité, c'est-à-dire son total des fonds propres par rapport au total du bilan, de voir son endettement. Et puis alors aussi via le compte de résultat, ce qui est fondamental, c'est de voir sa marge, et notamment sa marge brute, c'est-à-dire son prix de vente moins de ses achats, ça dégage la marge brute, et cette marge brute, elle doit couvrir les rémunérations et les services et biens divers. Donc déjà ça, on peut faire très rapidement, l'entrepreneur, avant la création de l'entreprise, peut déjà voir aussi très rapidement si son entreprise va être rentable ou pas, avec un certain calcul qu'il peut faire, comme on dit souvent au Venture Lab, sur un carton de bière. Et de dire, avec cette marge-là, pour couvrir mes services et biens divers ou mes rémunérations, il faut que je vende autant de ce produit-là. Mon premier conseil, c'est d'avoir un bon comptable. Un bon comptable, pour moi, c'est quelqu'un avant tout qui est réactif et qui tient ses engagements. Avec un comptable, on convient d'un contrat, on convient d'un délivrable qui doit être donné à certains moments et il faut absolument que le comptable tienne son échéance. La deuxième chose, c'est le comptable doit être réactif. Lorsque vous coincez, il doit vous répondre au minimum dans les 24 heures. Enfin, il doit être compétent dans sa maîtrise de son art, compétent au niveau des conseils aussi qu'il peut vous donner de manière très pragmatique. Et aussi, ce qui est fondamental, c'est que vous conveniez avec lui d'une procédure. Quand est-ce qu'on lui donne les pièces? Ou comment est-ce qu'on lui donne les pièces? Est-ce qu'on lui donne les pièces par Squarelle, par Internet? Et puis aussi d'avoir des points de rencontre. Et pour moi, un point de rencontre doit exister alors en face-to-face, au minimum une fois tous les 3 mois. Et notamment à la tenue TVA, qui peut se faire de manière trimestrielle, c'est une bonne occasion de le faire. Alors moi, du coup, j'essaye de voir la comptable, je dirais tous les 3 mois. Je pense que c'est tous les 3 mois. Tous les mois, j'essaye de classer en effet toutes les dépenses qu'on a pu faire à la SBL, compléter mon tableau Excel tous les mois. Et puis tous les 3 mois, j'envoie ce tableau à la comptable avec ma farde avec toutes les dépenses. Et alors, on se voit pour faire le point. Moi, mon conseil, c'est vraiment de s'entourer de personnes qui s'y connaissent. Donc, moi, je travaille dans une association, c'est un milieu particulier, et donc de s'entourer de personnes qui travaillent avec des associations. Parce que c'est pas le même jargon qu'avec des entreprises, sociétés, c'est pas la même comptabilité à gérer non plus. Pas hésiter à poser des questions, parce qu'en fait, il n'y a pas de bêtes questions. Moi, ma comptable, je la vois comme une personne de confiance, à qui vraiment je peux poser toutes les questions, et elle m'aiguillera. Pas hésiter aussi à se partager des outils, donc pas hésiter à aller vers d'autres associations, peut-être voir eux ce qu'ils utilisent comme outils pour pas réinventer toujours parce qu'il y a des choses qui existent et qui sont très bien faites. Et surtout quand par exemple, comme moi, c'est pas ma compétence de base, la comptabilité, pourtant je suis amenée en tant que coordinatrice interne de l'association à m'en occuper et donc pas hésiter à aller voir des personnes pour qui c'est la compétence, travailler en réseau, se partager des outils, partager des infos. Peut-être le dernier conseil pour la route, c'est que c'est important de mesurer. C'est important de mesurer sans essayer de chercher à avoir directement le bon niveau de précision, mais c'est important de s'outiller et de prendre cette habitude d'avoir une série d'indicateurs. Et si naturellement, on va mettre en place assez vite des indicateurs financiers. Ce que je vous conseille, c'est que dès le début, de prendre l'habitude de mettre à côté, ne fût-ce que commencer par l'empreinte carbone, un indicateur extra-financier, juste pour prendre l'habitude, que ce soit naturel lors de vos réunions, lors de vos discussions, lors de vos réflexions sur des choix stratégiques, de au moins penser à se dire, tiens, quel impact ça a sur mon chiffre d'affaires, sur ma rentabilité, sur ma marge, mais quel impact ça peut avoir aussi sur d'autres choses qui sont non financières, carbone ou autres. Et au fur et à mesure, si vous avez pris l'habitude de poser à côté d'indicateurs financiers d'autres types d'indicateurs, vous allez commencer à changer de vision, changer de paradigme. L'ambition ultime et le rêve étant de pouvoir à terme
vraiment changer de boussole et mettre en avant ces indicateurs, quitte à prendre des choix en faveur de ceux-ci au détriment potentiellement des indicateurs financiers.